Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour et bienvenue dans Capito, le podcast qui aide à comprendre. Un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre le monde scientifique. Je suis Sabrina et à la coprésentation de ce numéro, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour Sabrina. Avec la crise du coronavirus, la société a été mise en contact brutalement et sans préavis avec le monde scientifique. Un monde dont les règles, les procédures et les codes sont méconnus de ceux qui n'en font pas partie. Bien entendu, on a déjà entendu parler d'une étude scientifique, d'une statistique. On a déjà vu des experts et des expertes invités occasionnellement sur les plateaux des JT. Mais aujourd'hui, ces spécialistes sont partout, en nombre. Pas un seul jour ne passe sans une guerre de spécialistes par médias interposés. Ils et elles font aussi partie des groupes décisionnels aux côtés des femmes et hommes politiques. Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Qu'est-ce qui leur vaut le statut d'expert ou d'experte ? Aujourd'hui dans Capito, nous accueillons deux invités. Sophie Leclerc, coordinatrice administrative et responsable de la valorisation du doctorat à l'UC Louvain. Elle vient nous détailler le parcours type de ces spécialistes que nous côtoyons désormais quotidiennement. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons René Rezoasi, président de l'Institut de sciences et technologies biomoléculaires et s'aventurier de l'UC Louvain, qui apportera son point de vue de scientifique sur la question. Commençons tout d'abord avec notre spécialiste du doctorat, Sophie Leclerc, bonjour. Bonjour. Si on va voir dans le petit Larousse à l'entrée expert, on peut lire la définition suivante. Personne apte à juger de quelque chose, connaisseur. C'est un expert en la matière. Sophie Leclerc, pour devenir expert ou experte en une ou plusieurs matières, il y a, je suppose, un parcours type. Alors on va y aller étape par étape. Par quoi il faut commencer ? Alors, les experts, avant d'être évidemment experts et d'être étiquetés en tant que tels, ce sont des chercheurs, des chercheuses. Traditionnellement, alors évidemment, il y a toujours des disparités en fonction des disciplines, en fonction des parcours personnels, privés de chaque personne. Mais traditionnellement, un parcours de chercheur, de chercheuse commence par des études universitaires, un bachelier, un master. Et puis, l'étape suivante, c'est le doctorat. Alors le doctorat, c'est donc le diplôme de 3e cycle, c'est le plus haut diplôme qu'on peut obtenir à l'université. Un doctorat s'obtient après la soutenance d'une thèse de doctorat, donc il y a vraiment deux volets dans le cadre du doctorat. Il y a la réalisation d'une thèse, donc vraiment d'un manuscrit, d'une production scientifique, et d'un autre côté, il y a le volet plutôt de formation doctorale. Les doctorants, doctorantes continuent à se former tout au long de leur parcours doctoral, en langue, en technique, en statistique par exemple. Voilà, donc il y a vraiment ces deux volets-là qui sont complémentaires dans le cadre d'une thèse de doctorat. Mais donc leur statut, c'est quoi ? On les considère encore comme des étudiants, ils sont chercheurs, donc ils suivent encore certains cours. En même temps, est-ce qu'ils sont aussi assistants ? Enfin, quel est leur statut à ces doctorants et doctorantes ? Alors, c'est là qu'il y a une grosse difficulté de définition de ce qu'est vraiment un doctorant ou une doctorante, c'est qu'en fait, ils ont une triple casquette. Ils sont et elles sont étudiants, étudiantes, dans la mesure où ils sont inscrits en doctorat, où il faut vraiment s'inscrire à l'université, payer des droits d'inscription, on reçoit une carte étudiant, donc on est étudiant au sens administratif du terme, et aussi parce qu'ils s'inscrivent en formation doctorale, comme je le disais, ils doivent effectivement suivre des cours et continuer à apprendre. C'est vraiment une dimension importante, c'est que le doctorat, on dit souvent que c'est une formation par la recherche, pour la recherche, mais donc ça reste quand même une formation. Donc effectivement, les doctorants sont étudiants, au sens où on l'entend de façon commune. Évidemment, ce sont également des chercheurs, des chercheuses, parce que leur travail, c'est de produire de la recherche scientifique, c'est de mener une recherche originelle. Donc, originale, ça veut dire qu'a priori, n'a jamais été menée précédemment. Mais ce sont également des travailleurs, des travailleuses, parce que ça peut arriver qu'ils soient sous contrat de travail, en étant assistants, en ayant un job en fait à côté de leur thèse, ça peut tout à fait arriver. On a des doctorants sur fonds propres qui ne sont donc pas financés par un bailleur de fonds, par une bourse de l'université et qui doivent continuer à travailler en parallèle. Donc on a vraiment la casquette étudiant, chercheur, travailleur. Alors on parle de thèse de doctorat, mais les étudiants, par exemple en master, doivent produire un mémoire. C'est quoi la différence entre une thèse de doctorat et un mémoire ? Alors il y a une première différence qui est plus flagrante, entre guillemets, c'est celle qui fait référence à la durée. Un mémoire dure traditionnellement 2 ans. En Belgique en tout cas. Une thèse de doctorat va durer, c'est très variable, il y a de tout.
mais va durer entre 3 et, allez, disons 6 ans pour prendre vraiment une moyenne. Encore une fois, ça dépend du domaine, ça dépend du mode de financement. Les assistants, par exemple, ont une charge d'enseignement en plus de leur charge de recherche, donc de doctorants. Forcément, le temps pour effectuer cette recherche s'allonge, donc ils sont payés un petit peu plus longtemps parce qu'ils doivent enseigner en même temps que réaliser leur recherche. Donc la différence, elle est évidemment au niveau du temps qui est passé sur la recherche, mais forcément aussi au niveau de la maîtrise de certaines techniques, de certaines connaissances qui permettent d'approfondir un sujet beaucoup plus finement et d'avoir une connaissance plus approfondie sur certains points techniques qui ont été peut-être abordés de façon un petit peu plus générale lors d'un master. Et est-ce que tous les étudiants et étudiantes qui sont diplômés de master peuvent prétendre commencer une thèse ? Alors, tout étudiant qui est titulaire d'un diplôme de master 120, en tout cas pour reprendre la dénomination en Belgique, peut demander son admission au doctorat. La première étape, ce serait d'obtenir d'abord un promoteur et de savoir un petit peu vers quoi on se dirige au niveau du sujet. Mais effectivement, tout étudiant titulaire d'un master peut en tout cas prétendre à commencer une thèse de doctorat. Quelles sont les grandes étapes d'une thèse de doctorat ? Alors, la première étape, c'est effectivement de trouver un promoteur, de trouver un promoteur ou une promotrice, donc quelqu'un qui va accompagner la recherche, qui va la guider, qui va aider le doctorant ou la doctorante à un petit peu se dépatouiller, entre guillemets, dans cette énorme littérature, dans le monde de la recherche, qui est quand même effectivement un monde assez inconnu pour les étudiants qui sortent de master. Une étape qui est vraiment importante, c'est l'épreuve de confirmation qui arrive plus ou moins au milieu du parcours et qui permet aux doctorants, doctorantes de comprendre, de mieux savoir où il se situe dans sa recherche et de savoir un petit peu comment la réorienter. Une autre étape qui est vraiment primordiale, en tout cas qui est considérée comme telle dans le monde de la recherche, c'est la publication d'articles. Dans certains domaines, c'est vraiment l'article qui est la référence pour l'évaluation de la recherche. Dans d'autres domaines, ça va plutôt être la publication d'ouvrages, de monographies qui sont vraiment un indicateur au niveau de l'évaluation du chercheur ou de la chercheuse. Et comment on est publié en fait ? Est-ce que c'est le chercheur, la chercheuse qui propose sa publication à une revue ? Est-ce que c'est la revue qui commande la publication ? Comment ça se déroule ? Alors là, tout dépend du statut de la chercheure ou du chercheur. A priori, quand on débute une recherche, quand on est doctorant, quand on est jeune docteur, chercheur, c'est plutôt nous qui allons proposer une publication aux revues. Pour les chercheurs plus confirmés, ceux qu'on appelle aussi les experts, qui sont vraiment considérés comme tels, là, ce sont plutôt les revues qui vont venir les chercher en leur demandant de publier sur un sujet bien identifié ou en leur demandant tout simplement, tiens, quelle est votre dernière recherche que vous avez envie de publier, et ça peut se passer comme ça aussi. Est-ce qu'il y a une sorte de relecture de ce qui va être publié par peut-être un collège, quelque chose qui donne une sorte de validité à ce qui va être publié ? Oui, alors dans l'idéal, effectivement, toutes les publications qui sont proposées à des revues doivent être relues et validées par un comité. Ça s'appelle le peer reviewing, donc la révision par les pairs. Donc par les pairs, ce sont d'autres scientifiques, d'autres experts en la matière qui vont lire l'article et juger de la validité de la méthode qui a été employée, de la façon dont c'est retranscrit dans l'article. Donc ça, c'est effectivement vraiment l'élément numéro 1 pour la validité. On a vu récemment un exemple qui a été pas mal commenté dans l'actualité d'un article qui était paru dans une revue qui se voulait sérieuse, en tout cas qui se prétendait sérieuse, et qui faisait le lien entre l'hydrochloroquine et les accidents de trottinette. Évidemment, ça n'avait aucun sens, mais c'est quand même une publication qui a réussi à passer ces étapes. On se demande un petit peu comment, et ça c'est juste parce que ce sont un peu des termes qui sont utilisés dans l'article qui font le buzz. La revue reçoit un article comme celui-là et le publie directement parce qu'ils savent que ça va avoir du succès. Ces articles sont souvent co-signés. Est-ce que tous les spécialistes qui co-signent un article ont le même statut en dessous de cet article ? Alors pour les articles co-signés, d'abord il y a aussi de grandes disparités ici en fonction du secteur. Donc il y a des domaines dans lesquels ça n'existe quasiment pas en fait de co-signer un article. Il y a un auteur ou une autrice d'un article, mais effectivement pour d'autres domaines ça se fait beaucoup d'avoir 1, 2, 3, 4, parfois beaucoup plus d'auteurs. Et c'est souvent le premier auteur, première autrice qui compte véritablement. En tout cas c'est ça qui intervient dans l'évaluation de la recherche. C'est vraiment d'être le
premier nom qui apparaît dans l'article. Est-ce qu'il y a des revues plus prestigieuses que d'autres? Est-ce qu'il y a un classement de ces revues scientifiques? Alors, il y a en tout cas un classement de la visibilité de certaines revues. C'est ce qu'on appelle l'impact factor. Donc, l'impact factor, c'est un indicateur qui permet d'évaluer vraiment la visibilité de certaines revues, la visibilité de certains articles qui sont publiés dans ces revues. Le problème de cet indicateur, c'est qu'il est basé sur les citations des articles qui sont faits, des auteurs qui sont faits, mais on peut très bien citer 100, 200, 2000 fois un article pour dire qu'il est très mauvais. Donc une revue peut avoir un excellent impact factor, mais en fait parce que l'un ou l'autre article a été cité à vraiment de maintes reprises pour en fait démolir un petit peu l'argumentation. Donc il y a quand même pas mal de voix dans le monde de la recherche et de l'évaluation de la recherche qui s'élèvent pour dénoncer en fait cet impact factor. Donc on a entendu, la recherche fait vraiment partie intégrante du doctorat, mais alors une fois que le doctorat a été obtenu, comment on fait de la recherche son métier ? Alors traditionnellement, une fois qu'on a soutenu sa thèse, donc au bout de 3, 4, 6 ans, la suite logique, en tout cas si on veut continuer dans ce domaine-là, c'est de réaliser un ou plusieurs post-docs. En ce moment, l'accent est beaucoup mis sur les post-doctorats à l'étranger. Donc il y a vraiment ce qu'on peut appeler une forme d'injonction à la mobilité pour les chercheurs et les chercheuses de s'expatrier pour mener leurs recherches dans un autre laboratoire, un autre centre de recherche. Donc ça, c'est vraiment une des étapes qui est presque primordiale maintenant pour pouvoir continuer dans ce milieu-là. Et quand on veut faire une carrière à l'université, il faut attendre qu'un poste s'ouvre et postuler. Alors, souvent, les chercheurs à l'université sont aussi des enseignants. Est-ce qu'on peut être juste chercheur à l'université sans être prof? Et inversement, est-ce qu'on peut devenir prof sans continuer la recherche? Alors, le principe de l'université, c'est que l'un nourrit l'autre. Donc, la recherche qui est menée par les scientifiques au sein de l'institution va nourrir les pratiques d'enseignement, va permettre de faire évoluer l'enseignement. Donc, évidemment, l'idéal, c'est qu'il y ait vraiment une communication entre les deux. C'est pour ça qu'on parle d'enseignants-chercheurs. C'est pour qu'il y ait vraiment un lien qui se fasse entre ces deux pratiques, ces deux casquettes en fait pour les scientifiques. Il y a des postes de chercheurs, chercheuses à l'université qui ne sont pas automatiquement assortis d'une charge d'enseignement, mais le plus souvent, et dans cette même logique que de faire en sorte que la recherche nourrisse l'enseignement, souvent les chercheurs ont quand même une petite charge de cours pour pouvoir transmettre en fait leur expertise aux étudiants. Et est-ce qu'on peut être professeur sans faire de la recherche? A priori, à l'université, non. C'est pas l'objectif. Vraiment toujours dans cette même logique-là. Alors, on rappelle que vous travaillez au cœur de l'administration de la recherche à l'UC Louvain. Quel est le rôle de cette administration? Alors, l'administration de la recherche, son rôle, c'est d'accompagner les chercheurs, de les mettre au courant des financements qu'ils peuvent obtenir, de les aider dans leur montage de projets, de les aider dans leur dynamique de valorisation de la recherche. Moi, personnellement, mon rôle, il est vraiment plutôt axé autour du doctorat, donc d'essayer de faire en sorte que le parcours des doctorants se passe au mieux pour que, justement, comme on le disait, cette première grosse étape dans le parcours des chercheurs se passe bien et puisse se dérouler sans encombre. Merci Sophie Leclerc d'avoir décrypté avec nous ce monde scientifique. Nous accueillons maintenant René Rezoasi. Bonjour René Rezoasi. Bonjour. Alors nous venons d'écouter Sophie Leclerc nous détailler le parcours type d'un expert scientifique. Est-ce que vous vous y retrouvez? Quel est votre parcours à vous? Alors oui, donc mon parcours, c'est effectivement une formation universitaire en biologie. Bon, ça date un peu, mais voilà. Après la licence en biologie, j'ai fait 4 années de recherche dans le cadre du doctorat. Je suis resté encore un peu dans le même labo, puis parcours à l'étranger, postdoc. Dans mon cas, c'était aux Pays-Bas, dans un centre de recherche contre le cancer, puis retour en Belgique, encore un contrat de postdoc, encore un contrat de postdoc, jusqu'à trouver finalement une opportunité dans le monde académique. Si je prends l'ensemble du parcours, j'ai fait, je pense, 16 années de contrat temporaire avant d'avoir un poste académique donc en 2004, quoi. Oui, 16 années de contrat, le plus long étant de 2 ans, le plus court de 6 mois. Donc c'est assez classique. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux le monde scientifique, depuis le début de la crise du Covid, on entend la voix des experts quotidiennement dans tous les médias. Comment se fait-il qu'il y ait autant de dissonance entre ou une
ou qu'on ait l'impression qu'il y ait une telle dissonance entre... Alors, bon, moi, évidemment, je ne suis pas dans le secret de ces experts, donc je crois que ce serait quand même intéressant de vraiment voir quelle est la teneur de leur débat. Il est possible aussi que, dans une certaine mesure, les médias amplifient les dissonances, parce qu'évidemment, ces dissonances, elles posent problème, c'est évident. Mais donc peut-être qu'il y a un effet d'amplification de ces dissonances. Il y a sans doute beaucoup d'éléments pour lesquels les experts sont d'accord, mais on entend essentiellement parler de ce qui laisse la question ouverte. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des dissonances entre les experts? En fait, il faudrait, dans l'appréhension d'une crise comme celle du Covid, il faut se rendre compte qu'on doit articuler de nombreuses disciplines scientifiques avant de rentrer dans le débat de société, c'est-à-dire comment les politiques vont devoir réagir et prendre des décisions. Et donc ces différentes disciplines scientifiques n'ont pas nécessairement les mêmes méthodologies, n'ont pas nécessairement le même niveau de connaissance et surtout le même niveau d'incertitude. Il faut quand même bien se rendre compte que dans une situation comme celle d'une nouvelle épidémie, pandémie ici, on a quand même fait face à énormément d'incertitudes. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes en cours de navigation. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. On a quand même beaucoup lu dans la presse des commentateurs scientifiques ou autres qui disaient « ouais, on ne connaît rien, etc. » Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout qu'on ne connaît rien. Il est clair qu'on connaissait, dans une certaine mesure, la biologie de certains coronavirus. Les médecins épidémiologistes, l'épidémiologie est une discipline médicale et scientifique qui a ses méthodes et qui est déjà bien éprouvée dans toute une série de circonstances. Mais il est clair qu'un nouvel épisode contient toujours une certaine inconnue, et donc les sciences doivent faire avec de l'incertitude. Alors quand je dis différentes disciplines, d'un côté, on peut avoir des biologistes moléculaires qui vont étudier comment le virus fonctionne, et donc on sait, par exemple, comment les protéines du virus interagissent avec les protéines des cellules qui vont se faire infecter, etc. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est la manière dont ce virus se comporte avec l'humain et la grande diversité d'êtres humains et la grande diversité biologique, culturelle des êtres humains. Et en définitive, il faut prendre des décisions en prenant tout ça en considération. La dimension purement biologique, médicale, épidémiologique, c'est-à-dire la santé à l'échelle d'une population, et faire converger ces disciplines-là qui, en fait, ne sont pas en permanent dialogue. C'est ça qui pose, à mon avis, question, ou qui soulève des problèmes, parce qu'en fait, avec l'ensemble de ces connaissances, qui bien évidemment sont établies avec une certaine rigueur scientifique, avec l'ensemble de ces connaissances qui viennent de champs différents, à un moment donné, il faut prendre une décision politique. Et fondamentalement, ça, c'est aux politiques de le prendre, éclairé par l'avis des experts de différentes disciplines, mais effectivement, il faut faire converger les choses. Et les lignes de convergence ne sont pas faciles à trouver, surtout lorsqu'on est face à certains éléments d'incertitude. Je ne parle pas d'une inconnaissance complète, d'une méconnaissance complète, mais des éléments d'incertitude, évidemment. Mais malgré tout, on voit ce débat entre les différents experts et les différents spécialistes. C'est une source d'incompréhension pour le grand public qui ne connaît pas tout ce monde-là. Oui. Il y a été confronté un peu brutalement. Et donc voilà, nous, est-ce qu'on doit mieux expliquer ce mode de fonctionnement? D'ailleurs, c'est un peu l'objet de ce podcast aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une éducation à la démarche scientifique? Oui, pour moi, c'est important. C'est même un défi de société par les temps qui courent, parce que avec l'accès aux médias via les médias sociaux, donc Internet, etc., de plus en plus de personnes participent au débat avec une relative méconnaissance méconnaissance de cause. Ça veut dire qu'effectivement, il est indispensable d'éduquer, de former, de familiariser le grand public. Alors, on peut parler de démarche scientifique, je voudrais prendre encore un peu plus de hauteur, c'est l'esprit critique. Pouvoir distinguer une information, je vais dire, d'appellation, une information d'origine contrôlée, c'est certains médias qui ont utilisé ce leitmotiv-là, information d'origine contrôlée, oui. Ce qui est un propos scientifique, ce qui fait l'objet de connaissances versus ce qui fait l'objet de croyances. Pouvoir identifier une rumeur, une mauvaise information, identifier des sources d'informations qui sont peu valides parce qu'elles sont beaucoup plus opinionnelles que factuelles. Donc oui, c'est extrêmement important dans notre société de former
tout le monde, la jeunesse et les moins jeunes, à l'esprit critique. Et quand on parle d'esprit critique, on comprendra là-dedans effectivement aussi la démarche scientifique. Et bien faire comprendre qu'une démarche scientifique, elle est propre à une discipline, je veux dire la physique théorique, qui a un très fort ancrage dans les mathématiques, n'a pas nécessairement exactement les mêmes démarches que la biologie expérimentale, qui est un peu plus inductive, qui n'a pas la même démarche, qui ne suit pas les mêmes démarches que certaines sciences sociales, qui sont bien des sciences, soyons clairs, sciences sociales, économiques, politiques, qui n'ont pas encore nécessairement la même démarche que la médecine, qui, bien sûr, a un ancrage scientifique, mais qui est avant tout une pratique. La médecine, c'est, pour moi, je ne suis pas médecin, donc je soumets le propos au débat, mais pour moi, la médecine est d'abord un art, inspiré et sous-tendu par de la science. Mais le médecin, il a affaire à toute la diversité des patients. Et chaque individu, l'individualité du patient est quelque chose qui échappe à la science. La science, elle va essayer de trouver ce qui est constant, les régularités dans le monde, ce qui est reproductible dans le monde. Mais la disparité des patients, ça, c'est l'art du médecin qui s'y confronte. Donc, oui, il faut que le grand public se rende compte que toutes les sciences ne fonctionnent pas avec exactement les mêmes démarches. La notion de preuve, la notion de régularité dépend des disciplines. Et ça, apprendre ça, c'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile parce que, moi je le vois très bien en tant que biologiste, je sais comment fonctionne mon labo, par exemple, et quand je discute avec des physiciens, des amis que je fréquente dans des groupes de réflexion interdisciplinaires où il y a des philosophes, des physiciens, des biologistes, des médecins, je participe à un groupe comme ça qui se réunit régulièrement, on se rend compte que la physique, c'est quand même, je ne veux pas dire que c'est un autre monde, mais c'est clair que, par exemple, le langage mathématique très souvent précède là, je mets des guillemets, vérité physique. Donc, voilà, éduquer le grand public à ce que c'est la science avec la diversité de pratiques scientifiques. Mais il y a des termes communs à toutes ces pratiques. Il y a des termes communs à ce que l'on va considérer comme étant une proposition scientifique. Je n'aime pas trop le terme de vérité, on pourra parler de vérité après si vous voulez, mais une proposition scientifique. Il y a certains termes communs. De nouveau, la frontière n'est pas complètement carrée, mais il est clair qu'en science, on aime que les choses soient reproductibles. Si on réassemble les mêmes causes, on devrait avoir les mêmes effets. Il n'y a pas de science sans une certaine, je le disais tout à l'heure, régularité dans le monde. Si les phénomènes n'étaient pas du tout réguliers, on ne pourrait pas faire de science. Il y a aussi, qu'en science, une affirmation doit toujours être réfutable. On doit pouvoir se donner les moyens de réfuter une proposition scientifique. Ce n'est pas le cas d'une croyance, par exemple. D'ailleurs, quand on dit que quelque chose est irréfutable, par définition, c'est non scientifique. Quelque chose qui ne peut pas être réfuté n'est pas scientifique. Donc, ces éléments-là, ces ingrédients-là, qui font qu'on a affaire à un fait, à une description scientifique de la réalité, c'est important de pouvoir le distinguer de quelque chose qui est une rumeur, qui est juste un potin, ou bien un acte loyal et noble de croyance. Croyance et connaissance étant évidemment distincts d'un point de vue épistémologique. Donc oui, c'est très important, parce que, en fait, je reviens au début du propos, on assiste quand même, pour l'instant, alors on peut qualifier ça d'une attitude postmoderne, enfin bon, ça c'est du vocabulaire, mais on assiste quand même, et surtout à travers les réseaux sociaux, à une sorte de rejet ou de mise en doute de la science, avec ses vérités, de nouveau on parlera de vérité tout à l'heure si vous voulez, mais une mise en doute, mais qui est précisément non critique, et qui n'est pas rigoureuse. Parce que c'est clair que il n'y a pas de vérité scientifique qui soit définitive et ultime. Je vais prendre un exemple. La gravitation universelle de Newton, on peut dire c'est vrai, c'est pas vrai. Oui, ça marche bien, c'est efficace, on peut laisser tomber le ballon 120 fois, il va toujours tomber avec la même vitesse. Mais si on se positionne dans une dimension beaucoup plus large au niveau de l'univers, non, il faut passer au paradigme d'Einstein et de la relativité. Donc, la science est incomplète. Par essence, elle ne sera jamais achevée. Mais ce n'est, de nouveau, je l'ai déjà cité, ce petit apophthegme, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas tout qu'on ne connaît rien. Et le grand public, et surtout peut-être un certain grand public pas trop bien intentionné, joue sur le fait que l'on ne connaît pas tout pour
promouvoir un ultra-relativisme, un scepticisme radical, mais qui est la porte ouverte à ce que certains politiciens adorent, c'est-à-dire les alternative facts. Oui, mais c'est une réalité comme une autre. Et donc là, on a franchi un cap. Et ce cap-là, pour moi, il est infranchissable. Il est, quelque part, même moralement infranchissable. Et pour apprendre à ne pas le franchir, parce que la plupart des gens, je pense, qui disent « ouais, mais enfin, bon, tout ça, ouais, ben, le contraire est vrai aussi », ou je ne sais quoi, c'est pas nécessairement par mauvaise volonté, c'est simplement parce que on ne cerne pas ce qui fait une proposition scientifique, une vérité avec des guillemets, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue, bien évidemment. La science est en progrès continuel, quoi. J'allais justement vous demander, est-ce que les scientifiques sont trop sûrs d'eux? À vous entendre, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et pourtant, c'est l'impression que certains médias peuvent donner ou que certains experts, depuis le début de la crise, peuvent donner. OK. Alors, de nouveau, il faut distinguer deux choses. D'un point de vue fondamental, la science est d'abord une entreprise de doute et pas de certitude. Donc, le scientifique, pour progresser, pour continuer à découvrir le monde, pour continuer à proposer une représentation du monde, parce que finalement, la science, c'est une représentation du monde. D'un point de vue ontologique, on n'atteint jamais la réalité du monde. Bon. Mais donc, pour pouvoir progresser, faire de nouvelles découvertes, amener de nouvelles représentations du monde, de nouveaux modèles, de nouvelles explications, il est indispensable de toujours remettre en cause l'état de la science actuelle. Donc, le scientifique, fondamentalement, c'est quelqu'un qui doute. C'est fondamentalement quelqu'un qui va chercher, je reviens sur mon propos de tout à l'heure, à réfuter et éventuellement à montrer que le contraire de ce que l'on pense est impossible, donc ce que l'on pense est possiblement vrai, mais jamais vrai de manière ultime. Et donc la démarche scientifique est de dire j'accepterai comme possiblement vrai quelque chose pour lequel j'ai prouvé que le contraire est impossible. Ça, c'est une démarche qui est assez solide. Mais donc, c'est travailler par le doute. Mais là où, de temps en temps, un scientifique pourrait être péremptoire ou afficher de la certitude, mais je pense que c'est souvent aussi un manque d'humilité d'afficher trop de certitude, une attitude arrogante, hein, l'excès de certitude, mais c'est précisément quand on a quand même montré que certaines choses sont impossibles. Quand on montre que ce phénomène-là, je ne peux pas l'expliquer par ce modèle-là. Et donc, qu'il y ait des certitudes scientifiques, oui, à un moment donné, la Terre est ronde, quoi. Et si je prends mon téléphone et je laisse tomber 50 fois, à l'erreur de mesure près, il va toujours tomber par terre de la table avec la même durée. Et ça, ce sont des certitudes, oui, ce sont des certitudes expérimentales. Et il y a des choses que l'on peut... il y a quand même des choses qui sont difficiles à remettre en cause. Alors, ce n'est pas la science en général, mais ce sont certains phénomènes, certains faits scientifiques. Je peux prendre 150 types, je vais tirer 10 coups de Kalachnikov juste sur le cœur, ben ces 150 types, ils risquent de mourir à cause de ça. Le gars qui va remettre ça en cause, bon, voilà. Donc, ce n'est pas de l'arrogance que de prétendre que lorsqu'on tire à bout portant avec un flingue sur le cœur de quelqu'un, il risque de mourir. Ce n'est pas de l'arrogance. Mais c'est clair que dans la situation du Covid, et là, de nouveau, moi, je ne suis pas bon juge, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, et je ne suis pas sur le front dans les hôpitaux, mais faisons confiance à ces personnes dont c'est le métier, qui connaissent les rouages de la méthode scientifique en application, par exemple, en épidémiologie, en infectiologie, etc. Faisons confiance à ces personnes-là. Et s'il y a des désaccords entre 3 infectiologues, 3 virologues et 3 épidémiologistes, je le répète, c'est parce que nous sommes devant un schéma qui est encore relativement poreux, avec de l'incertitude, face à laquelle, à un moment donné, il faut trancher pour prendre une décision. Mais donc non, le scientifique ne peut pas pécher par excès de certitude. Les gars qui affichent énormément de certitude, les scientifiques qui affichent énormément de certitude, franchement, il faut s'en méfier. Moi, je m'en méfie. Mais ce qui est clair aussi, c'est que dans certaines carrières scientifiques, certains chercheurs ont un ego assez bien dimensionné, et parce que voilà, ils ont un gros CV, tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est pas la science, ça c'est la sociologie de la science, ce n'est pas la science.
Alors on peut voir aussi que certains mettent en doute l'indépendance des scientifiques. Alors est-ce que les scientifiques sont indépendants? Est-ce qu'ils sont financés secrètement par les lobbies? Voilà, qu'en est-il de l'indépendance des scientifiques? Alors, donc il y a quand même toute une série de bonnes pratiques. On peut appeler ça de la déontologie, même s'il n'y a pas vraiment un code déontologique que l'on signe quand on commence sa carrière. Pas comme en médecine ou pas comme en droit, mais il y a quand même une série de bonnes pratiques que moralement nous suivons. Alors, l'indépendance du scientifique, oui, il est clair que certaines recherches peuvent être financées avec l'aide du privé. Mais ça doit être déclaré. Lorsque vous prenez une publication scientifique, vous avez les auteurs et puis les sources de financement qui doivent être déclarées. Donc, quelqu'un qui reçoit de l'argent d'un groupe pharmaceutique ou d'un gros groupe agroalimentaire pour faire de la recherche, s'il y a un conflit d'intérêts, il doit le mentionner. S'il ne mentionne pas le conflit d'intérêts, ou s'il occulte les sources de financement lorsqu'il publie son résultat, ben ça c'est de la triche. Donc ça c'est malhonnête. Donc nous espérons effectivement, et ceci dit, les scientifiques que je connais, la toute grosse majorité des scientifiques sont effectivement indépendants, même s'ils travaillent parfois, ils ne sont pas majoritaires avec le privé. Mais de nouveau, de qui on entend parler? De ceux qui, effectivement, éventuellement, font l'objet de polémiques parce qu'on se rend compte que ce papier-là, cet article, il a été financé par telle entreprise et ça n'a été déclaré nulle part et c'est un journaliste qui lève le lièvre, quoi. On est dans un monde où finalement, on parle plus des méfaits des malhonnêtes que de la vaste majorité de gens qui font bien leur boulot, hein. On peut prendre des tonnes d'exemples. Vous mettez 80 000 supporters dans un stade, s'il y a 80 idiots qui veulent juste faire la bagarre, la fête est finie, on a besoin de 3 000 policiers, quoi. Donc, c'est souvent comme ça, hein, les adaptations au code de la route, le nombre de casse-vitesse qu'il y a partout dans les villages. Si tout le monde roulait à du 30, on n'a pas besoin de ça, hein. Bon, bref, je fais un peu de la morale ici, mais donc, non, le scientifique doit être indépendant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des resquilleurs et des tricheurs. Le monde est ainsi fait. Voilà. Mais il y a des pratiques. Chaque fois que je publie un article, il y a toute une série, avant qu'on soumette le papier, une série de petites boîtes à cocher en disant oui, donc il n'y a pas ça, j'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà, donc ce sont les bonnes pratiques auxquelles les scientifiques doivent se conformer, quoi. Et est-ce que la rigueur scientifique est compatible avec l'urgence? L'urgence qu'on peut connaître aujourd'hui dans cette crise du Covid. Oui, mais de nouveau, il faut définir ce que c'est que la rigueur scientifique. La rigueur scientifique, elle est compatible avec tout, dans les limites de l'épistémologie scientifique. Donc, on va me dire, tiens, est-ce que la rigueur scientifique, elle est compatible avec l'affect que tu as à l'adresse d'un patient ou à l'adresse de ton animal de compagnie, etc. Mais ce sont deux choses différentes. Donc je peux scientifiquement connaître mon chat ou mon chien, hein, je peux le décrire, son système respiratoire, tout ce que vous voulez, de manière rigoureuse, et à côté de ça, aimer ou pas aimer ce chat ou ce chien. Ce n'est pas incompatible, ce sont des choses différentes. Donc la qualification d'urgence ne doit pas interférer avec la rigueur scientifique. Parce que l'urgence, c'est prendre une décision. Et la décision ne relève pas que de la seule science. Donc la rigueur scientifique, elle doit être convoquée, sollicitée, pour éclairer le mieux possible la décision. Si la décision doit être prise très très vite, c'est-à-dire en ayant en face de soi une certaine méconnaissance et beaucoup d'incertitudes, on prendra la décision. Mais ce n'est pas le manque de rigueur scientifique, c'est le manque de connaissance scientifique qui sera quelque part, malheureusement, à appréhender, mais pas la rigueur. La rigueur scientifique, il n'y a pas de raison de la bafouer. Mais ce n'est pas manquer de rigueur à un moment donné de prendre une décision d'ordre social ou politique avec le niveau de connaissance que l'on a et qui est nécessairement incomplet. Et c'est clair que pour le Covid, maintenant, depuis début 2020, les connaissances se sont accumulées, améliorées. Il y a une série de patients qu'on aurait pu considérer comme étant éventuellement à risque qui ne le sont plus parce qu'on commence à avoir du recul, on commence à savoir quels sont les... On commence à savoir, on n'a pas encore tout compris, puisque par ailleurs le virus peut évoluer aussi, mais donc non, la rigueur, je pense que c'est pas comme ça que je poserai la question.
Je pense que la bonne question pour moi, c'est, dans l'urgence, oui, il faut prendre des décisions en dépit des déficits de connaissances, mais pas des déficits de rigueur. Mais avec la crise du Covid, l'urgence demande aussi des résultats beaucoup plus rapides. On parle d'un développement de vaccins hyper rapide. Oui. Est-ce que c'est réaliste, en fait? Alors, là, par contre, le terme de rigueur vaut la peine d'être repris. Il n'est pas question de faire des essais cliniques au rabais. Il n'est pas question de se grouiller pour faire un vaccin au risque d'avoir un vaccin mal foutu, qui protège peu, qui éventuellement entraîne des effets secondaires. Et donc, on ne va pas faire de la sociologie des sciences ici, et je ne vais certainement pas faire de la diplomatie non plus, mais c'est clair que les différentes cultures, les différentes sociétés, les différentes universités ne vont pas se hâter de la même manière. Et donc, il faut s'interdire d'avoir de la rigueur au rabais, parce que c'est prendre en fait des risques. Alors, l'histoire du vaccin, de nouveau, je ne suis pas du tout dans le secret des labos ou des compagnies qui sont en train de développer un vaccin, mais je pense qu'on ne peut pas déroger aux bonnes pratiques des essais cliniques, phase 1, phase 2, phase 3, s'assurer que, phase 3 c'est beaucoup de patients volontaires, s'assurer qu'on identifie s'il y a des effets secondaires, qu'ils soient bien associés ou non au vaccin, etc. etc. Non, ce serait vraiment prendre des risques complètement contre-productifs et surtout qui mettrait à mal le crédit, la crédibilité de la science. Donc la rigueur scientifique, ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas brader, quoi. Au début de la crise, on l'a vu, le conseil d'expertes et d'experts était composé uniquement de virologues, d'infectiologues, enfin voilà, du domaine des sciences exactes. Vous parliez tout à l'heure plus des sciences humaines. Mais là, ici, sciences exactes, on a l'impression, en tout cas dans l'esprit du grand public, que forcément, comme c'est des sciences exactes, on devrait arriver à une vérité scientifique. Alors, est-ce qu'on se dirige plutôt vers un consensus scientifique ? Bon, de nouveau, la question est extrêmement vaste. Donc, tout d'abord, sciences exactes, moi, j'aime pas trop, hein, parce que ça laisse sous-entendre qu'il y a des sciences inexactes. Ça laisse sous-entendre, bien sûr, c'est ridicule, mais bon. Donc, il y a des sciences qui ont, de nouveau, dans leur épistémologie, dans leur méthodologie, un meilleur rapport avec la reproductibilité des résultats. En sciences du vivant, il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus de variété que si je fais de la physique newtonienne, quoi, où là, la reproductibilité, elle est à la limite ultime. Et donc, quelque part, un choc élastique entre deux billes, ça fait de la science plus exacte que d'étudier le comportement des renards dans la forêt. Bon. Et donc, on a affaire à différentes disciplines scientifiques qui ont des méthodologies. Alors, elles sont toutes scientifiques, donc je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, la réfutabilité, des choses comme ça, mais c'est clair que certaines disciplines scientifiques sont moins, on va dire, précises en termes de résultats, sont moins reproductibles en termes de résultats, et aborder une crise comme celle du Covid impose de conjuguer beaucoup de disciplines scientifiques qui n'ont pas nécessairement les mêmes critères de preuve, les mêmes critères de validité, les mêmes rapports à la reproductibilité. Et c'est là où, effectivement, on n'atteindra pas une décision, une conclusion univoque. Et donc, on peut parler de consensus si on veut. Il faut prendre le meilleur de chacune de ces disciplines. Indépendamment de ça, de nouveau, il faut vraiment faire attention à la relation qu'il y a entre science et vérité, et ce qu'on appelle vérité. Et donc, en science, on peut bien sûr dire, voilà, lorsqu'il n'y a pas de lumière, il fait noir, ça c'est une vérité, ok, c'est une vérité scientifique. Mais je pense que dans le chef de beaucoup d'auditeurs, d'hommes de la cité, on attend de la science beaucoup plus que ce qu'elle permet. Autrement dit, on attend à la limite des vérités ultimes et péremptoires, et ça, ce n'est pas de l'ordre de la science. Donc, mais il faut faire attention, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de vérité ultime que tout est possible
et qu'on ouvre la porte à un scepticisme radical. Ça, c'est pas acceptable. En fait, quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas complètement connu et pas complètement vrai qu'il est faux. Je peux dire de quelqu'un, il n'est pas gentil, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Dans le débat politique, c'est amusant, comme c'est très, très souvent manichéen. Surtout, je ne sais pas si on peut faire un peu de politique ici, mais les débats présidentiels en France, c'est quand même génial, quoi. Ça peut être que noir ou blanc. Et donc, si vous n'êtes pas gentil, c'est que vous êtes méchant. Mais non. Non, et si vous n'êtes pas méchant, c'est pas pour autant que vous êtes gentil. Alors, gentil-méchant, on ne parle pas de science, mais je veux revenir sur cette image-là, simplement pour illustrer que la science est une entreprise humaine, c'est une aventure humaine, qui ne sera jamais finie. Et donc, chercher une vérité... Par ailleurs, la science, elle se déploie dans un cadre sociologique, elle se déploie dans le cadre historique. Et donc, il y a des décisions qui pourraient être super bétonnées, prises à un moment donné, et puis a posteriori, dire oui, mais bon, il y a un truc qu'on ne savait pas et dont on n'a pas tenu compte. Et donc, a posteriori, on se rend compte que la décision prise a priori n'était pas la bonne. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la science est nulle et manque de validité. De nouveau, il faut se mettre en face des incertitudes et de la finitude de la connaissance, la finitude infinie de la connaissance, si je puis dire. Voilà. Mais donc, si on revient maintenant à l'autre volet de la question, qui est devrait-on, devrait-on convoquer plus les sciences humaines? Alors, on peut reprendre peut-être le contexte de l'urgence qui a été cité tout à l'heure. À un moment donné, c'est vrai que certaines décisions ont dû être prises dans l'urgence, et la décision de confiner est d'une toute autre nature que la décision de déconfiner. Parce que confiner, c'est tout le monde chez soi, et puis calmons-nous et regardons ce qui se passe. Laissons les médecins dealer dans les hôpitaux, faire face à la crise. Je veux dire, n'ayons pas la mémoire trop courte, mais enfin, on a quand même vu des images qui étaient particulièrement douloureuses au mois d'avril-mai, hein, et c'est ce qu'on redoute, évidemment, qu'il y ait un retour de ces images douloureuses. Donc, à un moment donné, dans l'urgence, on prend la décision, on arrête tout. On fait une pause, on formule un moratoire, et c'est clair qu'à partir du moment où cette décision a été prise, dès le moment où cette décision a été prise, on aurait pu, et je ne connais pas l'étendue de ce qui a été ou n'a pas été fait, mais on aurait pu convoquer assez rapidement les sciences humaines. Pourquoi? Parce que, effectivement, enfermer tout le monde chez soi, avec des gens enfin, avec tout l'arc-en-ciel psychologique des gens, il y en a qui sont très contents d'être tout seuls et d'autres qui sont en souffrance, etc. Donc, à partir du moment où la décision a été prise, accompagner le confinement et surtout accompagner le déconfinement requiert de faire appel à des anthropologues, des sociologues, les économistes. Voilà. Et je pense que, et c'est vrai depuis le début, il n'y a pas une décision qui est prise qui n'est pas commentée négativement dans la presse. On ferme les bars à 23h. Oui, mais le confinement nocturne, hein, pour l'appeler poliment, c'est seulement à 1h. Mais pourquoi, si on ferme les bars à 23h, confinement nocturne à 23h30? Pourquoi 1h? Bon, alors, est-ce qu'il y a de l'arbitraire là-dedans? Non. Il n'y a pas de l'arbitraire là-dedans. Je pense qu'il y a eu des débats, il y a eu du consensus. Ce n'est pas arbitraire. Ce n'est pas parce que cette décision est radicalement, complètement rationnelle et fondée dans toute son étendue. Ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas cette fondation de la décision que la décision est infondée. Le consensus est fondé. Mais voilà, donc les sciences humaines, oui, non, certainement, et le déconfinement est évidemment beaucoup plus compliqué, je pense, à gérer, parce que quelle part du lest va-t-on jeter d'abord, quoi, pour faire du bien aux gens, pour faire du bien à l'économie, les rapports sociaux parce que, bon, on ne s'en est pas encore vraiment rendu compte, mais je pense qu'il y a quand même un fameux paquet de désastres qui se trament. Est-ce que le monde scientifique devrait se réinventer après cette crise? Il ne devrait pas... Enfin, le monde scientifique se réinventer. Moi, je pense qu'on n'invente pas le monde scientifique, donc il n'y a pas de raison de le réinventer. Je joue sur les mots, hein, mais les mots, le poids des mots, c'est quand même fort. Et le monde scientifique, donc on ne parle pas de la science.
On parle du monde des experts et des scientifiques. Est-ce que les scientifiques devraient se réinventer après cette crise? Non, là, ce que je pense, c'est que... Donc, quand on parle du monde scientifique, on parle d'acteurs de la science. La science ne doit pas nécessairement se réinventer. Elle est en réinvention permanente. Donc, elle n'a pas besoin de se réinventer. Les critères de solidité d'une proposition scientifique sont à l'étude en permanence. Là aussi, l'épistémologie, qui est la science de l'établissement des connaissances, c'est aussi, quelque part, une science qui est incomplète et qui souffre d'incomplétude. Donc, il n'y a pas besoin de se réinventer parce que on est en réinvention et en progrès permanent. Par contre, si j'arrête de jouer sur les mots, là où il y a une leçon à prendre, et qui ne nécessite pas nécessairement de réinventer le monde de la science, mais ce qui est urgent, c'est que le scientifique, les scientifiques issus de différentes disciplines, je répète, qui n'ont pas nécessairement la même relation avec la reproductibilité, avec la méthodologie de validation des propositions, etc., les scientifiques en général, et au-delà de ça, des experts qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, mais des hommes de terrain, parce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'experts sont plutôt des artisans que des scientifiques. Ils ont affaire à la réalité dans toute sa disparité et toute sa diversité. L'ensemble de ces acteurs, scientifiques, médecins, etc., doivent contribuer à quelque chose que vous avez pointé au début du débat, c'est-à-dire une meilleure éducation à l'esprit critique. Et là, il y a de la réinvention nécessaire. Il faut donner aux médias qui fournissent de l'information d'origine contrôlée, si je puis dire. Il faut donner aux spectateurs, aux lecteurs, aux internautes, les outils, l'information qui leur permettent de déceler ce qui est valide de ce qui est une imposture. Et donc, oui, nous, les scientifiques, c'est notre métier aussi, on est enseignants. Je veux dire, moi, ces questions relatives à l'esprit critique et ce qui fait qu'une expérience est bien faite en labo, etc., on enseigne ça tous les jours. Mais bon, on enseigne ça à un public quand même déjà relativement privilégié et qui sans doute, n'appréhende pas nécessairement toute la dimension du problème. Mais oui, ça, s'il y a quelque chose à réinventer, c'est de la bonne communication pour former à l'esprit critique, quoi. Ça, c'est crucial. Mais vous, en tant que scientifique passionné, comment vous vivez justement le regard que la société porte aujourd'hui sur les scientifiques, justement, face à tout ça? Mais en fait, il y a une sorte de contradiction. Il y a un peu du « je t'aime, moi non plus » là-dedans. Parce que d'un côté, on entend quand même beaucoup de propos provocateurs en disant « ouais, mais bon, de toute façon, ces scientifiques, on ne sait rien, ils se contredisent tout, ils ne savent rien. » Et on fait face globalement à beaucoup de remises en cause, remises en question, mais souvent mal fondées d'un point de vue épistémologique, sur des questions comme la théorie de l'évolution, sur des questions comme les vaccins. Donc des personnes qui jettent l'opprobre ou le doute en agitant bien sûr le grand complot et tous ces machins-là, c'est en hausse. Et donc, c'est extrêmement vexant et difficile parce que on a en face de soi des personnes qui, a priori, disent que vous n'êtes pas digne de confiance. La science, elle est pourrie, tout est aux mains des gros groupes industriels et tout le bazar. Enfin bon, c'est le grand complot, on connaît ça. Les personnes qui agitent alors je vais utiliser un anglicisme, ce dénialisme scientifique, en fait, ne sont pas prêts au dialogue. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Parce que ces voix-là sont très bien entendues, et les voix de la science le sont moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup moins attirant, c'est beaucoup moins rigolo ou beaucoup moins sensationnel. Ben non, écoutez les gars, on n'a pas triché, non, on n'a pas de collusion avec le privé, non. C'est beaucoup moins cinéma, Donc, voilà. Mais en même temps, et c'est là où il y a le « je t'aime, moi non plus », c'est quand même incroyable le respect que la science inspire quand même. Parce que on peut faire ce qu'on veut, mais ça marche bien. J'entends par là qu'il n'y a pas un seul développement technologique sur cette planète, allez, on va dire depuis Galilée,
qui ne trouve pas sa source dans la connaissance scientifique et dans le fait que les choses sont reproductibles. J'ai nombre de GSM ici tout plat, noir, je ne vais pas citer la marque, mais ils marchent tous aussi bien. Ben, ça veut dire quand même qu'imprimer des circuits, mettre une pile et tout le bazar, ben, ça marche. Jusqu'à la preuve du contraire, hein, parce qu'un jour on trouvera mieux, mais ça marche. Donc on peut aussi juger la science à l'aune de son efficacité. Ne fût-ce que ça. Le nombre de voitures qui tombent quand même moins en panne qu'à l'époque des 4L et des 4 chevaux. Quoi, hein. Des tôles qui ne rouillent plus. Moi, ma première voiture, c'était une R4. Elle est évidemment morte avec un trou dans le châssis. Bon, on n'a plus ça. Donc, il y a la dimension opérationnelle de la science qui, quelque part, inspire le respect. Et lorsque, dans un cénacle plutôt alors bienveillant, et pas des harangueurs qui vont évidemment vous taxer de tous les complots, en général, quand on raconte la science et l'aventure qui consiste à essayer de découvrir le monde et de le partager, parce que finalement c'est ça, d'offrir cette représentation du monde, mais les gens sont admiratifs. Donc il y a d'un côté un rejet d'opinion, en disant oui mais ils sont tous pourris, tout ce qu'on veut, et d'un autre côté il y a quand même waouh, c'est beau les étoiles quoi. Et c'est vrai. Et quand on explique les connaissances que l'on acquiert dans l'infiniment petit, comme dans notre labo, ou bien qu'on amène, je sais pas moi, les voisins là, dans mon quartier à regarder 5 minutes les étoiles et dire, ben voilà, tu vois ça, on vient de découvrir, je sais plus quoi, on a vu 2 trous noirs là, qui se sont rencontrés là, avant d'avoir ce petit coup d'onde gravitationnelle et qu'on explique, ça dit waouh. Quand j'explique, parce que j'aime bien un peu la physique aussi, mais vulgarisation, hein, à des amis ou à des collègues, que en fait, finalement, le temps... dans la mécanique d'Einstein, le temps universel, ça n'existe pas. Hein. On est tous sur des trajectoires d'espace-temps et on peut prendre 2 personnes qui sont... Et c'est des choses qu'on a prouvées. Et quand on explique ça à des gens, vous prenez 2 horloges atomiques, vous les juxtaposez, puis vous les bougez d'1 kilomètre et puis vous les remettez, elles sont plus synchrones. Ça montre bien que le temps universel n'existe pas. Wow. Alors ça donne des frissons, quoi. Et ça, les gens aiment bien aussi. Hein. Mais alors évidemment, quand on parle de la mécanique relativiste ou de la mécanique quantique, on va dire oui, mais c'est pas la même science que les gars qui bossent avec le pharma, parce que là, tout est pourri, il y a du fric, on est manipulé, etc. Enfin bon. Voilà, il y a peut-être des tricheurs, mais je pense qu'ils sont vraiment minoritaires. Et malgré tout, l'industrie pharmaceutique, soyons clairs, c'est pas à moi à la juger, mais elle a aussi quand même montré une redoutable efficacité. Hein. Donc, bien sûr, hein, les voitures aussi, hein, ça marche bien, mais ça n'empêche pas certaines marques de tricher sur leur émission de CO2 et compagnie. Hein, je ne citerai personne, mais... Bon, oui, voilà, la sociologie fait que le profit, la triche, il y aura toujours. Mais la science... Voilà, il y a du je t'aime, moi non plus, mais je pense quand même plus de je t'aime que de moi non plus. Et voilà. Mais c'est sur cette note positive qu'on va arrêter là nos échanges. Merci René Rezoasi d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes biologiste, président de l'Institut de sciences et technologies biomoléculaires à l'UCLouvain. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs Alain et Sabrina en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute, sur levif.be et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UCLouvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.